Tu me fais confiance? Je crois que c'est l'heure, mais te fais pas avoir. Il fait nuit. Pas la nuit tranquille des poètes. Pas une nuit fraîche sous les étoiles. Non. Une nuit lourde, elle est saturée, où chaque ombre cache un deal, un deuil ou un rêve oublié. Une nuit où les seules choses qui brillent sont les phares et les néons dans les reflets de flaques d'huile. Une nuit où les mortels ne rêvent plus, parce que de toute façon, à quoi bon ? Donc, dans une pièce, au cœur de la Californie des années 80, un homme tape à la machine. Il n'écrit pas un roman, il n'écrit pas une histoire, enfin, pas vraiment. En fait, il écrit le futur. Ou plutôt, disons-le carrément, une mise en garde pour notre présent. Tu sais, il y a deux façons de raconter l'avenir. Il y a ceux qui te disent « T'inquiète, on aura des voitures volantes et on partira en week-end sur Mars, puis on sera libre. » Et il y a ceux qui te regardent droit dans les yeux et qui te murmurent « J'ai vu les corpos dépouiller les fermiers de leur eau, et après ça de leur terre. Tu comprends ça? En machine alimentée par le désespoir des gens. » Tu veux vraiment voir ce qui arrive quand on Les corpos tout dominer? contrôlent déjà nos vies, et nous prennent tout. T'as sûrement raison. Je peux pas dire le contraire. Écoute-moi bien, j'ai pas déclaré cette guerre parce que le capitalisme m'emmerde, ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Putain de merde, tu comprends toujours pas, mais ça viendra un jour. Donc dans cette pièce au cœur de la Californie des années 80, Mike Pondsmith, un type brillant, discret, mais lucide. Il crée Cyberpunk en 1988. Un univers où la technologie te promet tout ce que tu veux, mais où elle te reprend tout par derrière. Oui, une boîte de Pandore. Un pacte moderne avec le diable. Mike Pondsmith, il pose donc sa mise en garde fin des années 80. Il voit venir ce que d'autres appellent encore science-fiction. Il voit que les promesses des grosses entreprises technologiques seront des pièges. Et il a créé quelque chose de différent pour nous le dire. Sauf que le monde l'a pris pour ce qu'il est, un divertissement. Et le monde l'a oublié pendant des années. Jusqu'à ce qu'on se rende compte du discernement qui était le sien de vouloir nous plonger dans ça. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, tu verras que l'abîme te regarde aussi. Dans les années 70-80, l'avenir, le futur, c'est un truc qui brille de promesses. On imagine l'énergie illimitée, on imagine des voitures volantes, on imagine des robots gentils, des maisons qui parlent, des frigos intelligents. Tout le monde sera bien nourri, bien connecté et bien heureux. L'imaginaire collectif baignait globalement dans un optimisme technologique. Certains rêvaient d'un futur propre et organisé, un futur de science, de conquête spatiale, de progrès pour tous. Et ça se ressentait dans la culture mainstream. Star Trek proposait une humanité unie. Disney vendait un futur d'automatisation rendant les foyers heureux. Et puis, un ovni. Blade Runner de Ridley Scott. En 1982, il débarque sur grand écran. On ne vend plus le futur comme une pub de dentifrice, non. Là, il est filmé comme dans un cauchemar éveillé. Pluie acide, néon, et des humains qui ressemblent de plus en plus à des machines. C'est la claque. Visuelle et profondément déprimante. Oui, Mike Pondsmith n'a pas inventé le genre cyberpunk. Les racines étaient déjà là. Sans oublier, 2 ans plus tard, en 1984, William Gibson. Cet écrivain sort Neuromancer. Et il pose les mots sur ce que Blade Runner avait montré. Piratage, dérive de l'intelligence artificielle, implémentation, contrôle, tout y est noir, brutal et lucide. Mais ils n'ont fait que développer les bases d'un genre initié par Philip Kindred Dick avec Do Androids Dream of Electric Sheep en 1968. 15 ans avant que Blade Runner ne lui pique l'idée pour Hollywood, il posait déjà la question qui fait tout vaciller. Qu'est-ce qui fait de nous des humains ? Ça fait un moment que j'essaye de te comprendre. Néanmoins, à côté d'eux, il y a Mike Pondsmith. Lui, il n'a pas fait un film, ni un roman. Il crée un jeu de rôle papier. Et c'est ce point de vue-là, la beauté de cet angle si particulier qui va nous intéresser. Il proposait un univers dans lequel tu peux vivre cyberpunk. Et en permettant d'agir de manière active, il ouvre une nouvelle perception du monde depuis l'intérieur de ce chaos futuriste. Et ça, il y a 40 ans déjà. Donc, il immerge grâce à ce nouveau moyen de faire ressentir. Et si le cyberpunk était une esthétique, lui, il en fait un terrain de jeu et un miroir de la réalité. Parce que là, c'était ton tour.
Ok, déballe tes conneries, mais grise-en une petite. Et comme toute activité ludique ou de mise en situation, le jeu de rôle et son POV permettent de viser quelque chose de spécial que connaissent les joueurs. Une compréhension d'un environnement radicalement différent de celui de leur quotidien. Ok, dans sa vie quotidienne californienne, Pondsmith observait et vivait un racisme systémique. Mike Pondsmith constatait aussi les inégalités économiques, la montée de Reagan, la crise du logement et les premiers contrats entre le monde de la tech et l'armée américaine. Alors lui, il comprend, ou du moins il interprète que la révolution de l'informatique qui est à venir et qui est en cours ne va effectivement pas sauver le monde, comme on le dit. Non, à ses yeux, à lui, elle va plutôt s'ajouter à la liste. Non, il en est persuadé, l'informatique va plutôt reformater le monde selon les intérêts de ceux qui ont les moyens de les acheter. Lui, il a travaillé dans l'industrie informatique chez California Pacific Computer Co. et Televideo Systems. Et lui, il sent les prémices de la télésurveillance, de la déshumanisation et du fric comme roi. Oui, dès les années 80, il prédit que des mégacorporations, non pas qu'elles pourraient, mais qu'elles seront plus puissantes que certains États. Et le propre d'une entreprise étant le profit, elles auraient une mainmise sur nos désirs, sur nos aspirations et sur nos rêves. C'est sa vision, et donc en tant que programmeur, mais aussi en tant que passionné rôliste, il prend une décision. Donc 1988 sort Cyberpunk, le jeu de rôle papier. Mais pas un jeu de fantasy. Dans ce jeu, il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas non plus de magie. Non, on y trouve une réalité, vécue par des gamins geeks augmentés ou désespérés. Des pommards, des netrunners, des corpos, des flics corrompus, des sons et assurances hors de prix, des politiques gangrénés et vendus. Mais personne ne sauve le monde. Pourquoi ? Parce que dans la vraie vie, l'humanité, selon lui en tout cas, ne se sauve pas. Bah merde, peut-être que moi aussi je suis sentimental finalement. S'il considérait déjà que les gens fonçaient droit dans le mur, c'était évident que dans son futur, dans Cyberpunk, ça serait pareil. Tout le monde sera foutu. Point. Il condense ça dans une ville, Night City, une mégalopole, la synthèse de tout ce que Pondsmith veut dénoncer. Les mégacorporations édictent les règles, l'État oublie les citoyens. La technologie est à la pointe, oui, mais injustement répartie, et aux innombrables dégâts collatéraux. Et l'humanité, elle tente quand même de s'accrocher. Plus connectée, oui, mais plus individualiste que jamais. Elle survit ou bien au milieu d'inégalités, ou bien au milieu de tromperies exacerbées. Et ça, c'est ça, un des éclats du cyberpunk. Et à chaque nouvelle édition, Cyberpunk 2013, 2020, 2077, Edge Runner ou Red, chacun à sa façon, l'univers s'étoffe en réalisme. Mais le message que martèle Mike Pondsmith reste le même. On vit dans un monde très cyberpunk. Dans les années 80, une mégacorporation était lente, massive, monolithique. Aujourd'hui, elles sont omniprésentes, rapides, mobiles. Bon, on a grandi avec des promesses. La tech allait nous libérer, Internet devait rapprocher les gens, les algorithmes nous simplifiaient la vie et l'informatique offrir du temps. Pourtant, oui, c'est ça le plus perturbant, on s'est retrouvés à être les produits. Nos datas nous catégorisent, Internet ajoute une distance digitale. Tous les divertissements connectés qu'on a nous rendent esclaves plus que volontaires de cette dopamine. Le temps professionnel gagné grâce à l'informatique et récemment grâce à l'IA exacerbe juste encore plus une concurrence et la course au toujours plus. Regarde autour de toi. Les mégacorpos, on les appelle Google, Nvidia, Uber, Meta, Amazon ou Tesla. Le flicage numérique, on ne cherche même plus à se battre contre cookies ou autre identité numérique. Les prothèses intelligentes, elles existent. Le transhumanisme, ok, on n'y est pas encore. Mais il sera vendu par Neuralink et par sa concurrence. L'hyperprécarité des jeunes, elle est déjà banale. Le capitalisme a bien exacerbé notre modèle économique, les entreprises se mêlent toujours plus aux décisions de l'État et l'IA, même si cette techno glitch. L'IA te guide déjà depuis ta poche, voire même depuis tes lunettes. Mais que ce soit quand tu postules quelque part, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu organises ou que tu développes quelque chose, des algorithmes trient et agissent déjà sur tes aspirations, sur la méthode et donc sur tes rêves. Un système qui est complètement parti en couille. Il se raconte que Cyberpunk 2077, l'adaptation du jeu papier en jeu vidéo, était un échec à sa sortie. Mais si on y réfléchit, celles et ceux qui restaient en surface avaient oublié à quoi il servait au fond. Tu vois que je te pète les dents ? Non. Cyberpunk n'est pas juste un genre visuel graphique. Cyberpunk est un poème triste, déguisé en thriller futuriste.
Une déclaration du cœur à ceux qu'on laisse sur le bas-côté. Et comme je l'abordais en intro de cette vidéo sur Edge Runner, une déclaration à ceux qui rêvent dans un monde, dans un monde qui les broie. Finalement, ce qui tabasse le joueur ou le spectateur dans cet univers, ce ne sont pas les armes, les implants militaires ou la pollution. C'est plutôt le contrôle des rêves, les paumés, les modés, les V, les David, les Lucie, tous ceux qui ont voulu rêver plus fort et qui se sont brûlés les ailes. Les gosses qui voulaient être libres, ceux qui veulent fuir un système alors que ce système est inévitable. Donc disons-le, oui, Mike Pondsmith est une légende. Parce qu'au-delà d'être quelqu'un qui résiste à sa manière, il est celui qui le premier voulait mettre en garde au moyen d'un nouveau point de vue. Un POV personnel, comme je disais, à la première personne, un bon vieux jeu de rôle papier. Oui, dans son monde futuriste, l'humain reste au centre, il est stylisé, il est passionné, mais complètement perdu et complètement brisé. Et cette partie-là, le studio CD Projekt l'avait retranscrit à la perfection sur 2077, Day One. Leur écriture sur le monde, l'histoire de ces marginaux, de ces manipulés, de ces rêveurs, illustrait à la perfection la réalité du monde, la réalité du monde qui n'est pas chaud, pour laisser de place aux anomalies. Alors aujourd'hui, Mike Pondsmith a 71 ans. Il vit toujours en Californie, toujours là, avec ses lunettes teintées, que je trouve toujours aussi classe. Il est respecté, il est toujours consulté dans la supervision de cet univers qu'il a développé autour de Night City. Il a travaillé avec CD Projekt pour adapter son monde, il a conseillé les équipes de Trigger et de Netflix sur l'anime d'Edge Runner. Et là, ce n'est qu'à ce moment-là que les gens se sont rappelés ce que c'était vraiment que Cyberpunk. Je vais te le dire, moi, la vie n'a aucun sens. Une tragédie, un poème sale et un cri d'alerte sur ce qui nous arrive en pleine gueule. Donc, évidemment, on attend la suite de cette licence, mais ce qu'il disait dans les années 80, il le répète toujours encore aujourd'hui. Je n'écris pas de la science-fiction, j'écris une spéculation sur le monde actuel où l'on vit déjà. Donc la réponse au pourquoi Cyberpunk vise juste, parce qu'on y est. Ça a l'air d'être le paradis. Vu depuis la marge, écrasé par les promesses de la technologie, étouffant l'espérance d'imperfection de chaque humain, on y est. Face à un concept pourtant aussi attirant, aussi sexy, mais aussi dangereux que cette chère Night City. À l'image de ce tag martelé à chaque coin de rue, est-ce que notre libre arbitre n'est-il qu'un fantasme ? Ça, mon ami, Mike Pondsmith nous l'a emballé, gamifié, averti et entraîné depuis 1988. Pourtant, fidèles à nous-mêmes, on enfonce l'accélérateur, mon pote. Prends-moi un double cheese pendant que t'y es.